Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous entends parler, je vous entends écrire. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit en direct, bien sûr. After sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr. L'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Avec ce soir Jérôme Rantaine qui est là. Jérôme, bonsoir. Salut à tous. Daniel Riolo est là également. Salut Daniel. Bonsoir les amis. Les avis de l'after, comme tous les soirs, bien sûr. Jérôme va vous parler de Saint-Etienne et de Rennes dans quelques instants. On se remet en mode Ligue 1 ce soir. Daniel va vous parler du mercato. Et moi, je vais vous parler de la défense marseillaise. On aura Fred Hermel tout à l'heure à 23h. Il y a plein d'actu en Espagne. Il faut qu'on y revienne. On parlera de la magnifique lettre de Jean-Michel Aulas à Nasser El Khelaifi. Et puis les nouveaux rendez-vous de l'after, comme tous les soirs, désormais. Tu ne pourras la lire que si tu as prévu des boîtes de Kleenex. J'ai pas prévu de boîte de Kleenex. Parce que les larmes, Jérôme ne pourra pas les retenir. Ah ouais. C'est émouvant. C'est quand même très très émouvant, oui. Ça sera un grand moment. Ce sera dans quelques minutes. Ouais. Et puis l'after story avec ce soir le jour où Toulouse a éliminé le Naples de Maradona. On en a parlé dans 2 jours. Il y a 2 jours dans l'after. Et puis on a eu des réactions d'auditeurs qui disent ah bon, Toulouse a éliminé Naples. Bah oui, oui. Et il y avait Maradona en plus. Donc on va vous raconter ça tout à l'heure. Sans oublier le quiz aux alentours de 23h40. Comme tous les soirs, vous vous inscrivez dès maintenant au quiz si vous voulez participer, faire partie de l'équipe Roten ou de l'équipe Riolo. C'est Daniel qui a gagné hier soir. J'ai déjà oublié parce que j'aime pas la phrase j'ai gagné. Mais il n'y a pas eu beaucoup de questions, hein. Franchement. J'aime pas la phrase j'ai gagné. Encore une fois, ton quiz n'était pas très réussi. La phrase à moi, c'est je veux gagner. C'est parfait hier. Je dois gagner. Non, il n'était pas parfait. Je me contente pas de ce qui s'est passé. Allez, c'est parti. Premier avis du soir, celui de Daniel. Jingle Riolo. Normalement, un mec qui me traite de sauciflard, comme j'ai une paire de couilles, je lui fends le crâne. Je lui fends le crâne. Il me fend le crâne. Et tu l'as pas fait, hein? Non. Voilà. Non. Alors, tu veux parler mercato? Pas vraiment de mercato, Gilbert, soyez un petit peu plus précis. C'était plus, et parce que il faut le dire, hein, cet avis moyennement tranché sera suivi immédiatement par une correction dans la foulée, puisque n'est-ce pas, nous avons un invité dans la foulée pour vous éclaircir là-dessus. Il arrive dans quelques instants. Parce que pour moi, il me corrigera certainement, mais les prix des joueurs, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'y comprend plus rien, que plus rien n'est clair, et que moi je cherche à ce qu'on m'explique tout ça. Et comme enfin j'ai trouvé, en lisant l'article de ce monsieur du CIES là, qui va nous expliquer dans un instant, mais avant qu'il m'explique, moi, c'est vrai que tout a explosé. Mais à chaque période, en fait, récente, sur 10-20 ans, on nous dit toujours à un moment « Oh, c'est le transfert d'un tel qui a tout fait péter ». En fait, vu que tous les 2 ans ou tous les 3 ans, il y a toujours un mec qui fait péter le système, on se demande où est la limite. Alors, il paraît que cette année, c'est Neymar qui a fait péter le système. Alors ok, très bien. Effectivement, derrière, vu le prix de Dembélé, Mbappé, on ne savait pas encore pour Neymar quand un latéral a quand même été acheté 50 millions, en l'occurrence Benjamin Mendy. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup tombé sur les joueurs de la Ligue 1. Tant mieux pour la Ligue 1, mais ça m'a pas aidé à y voir plus clair dans tout ça. On est quand même très très loin des opérations à l'époque qui étaient déjà chères à 15 millions à l'OL. On est très loin de, rappelez-vous, en Ligue 1 de Gourcuff qui arrive à Lyon. C'était une opération gigantesque à l'époque, entre son transfert et son salaire. Quand on dépassait les 25 millions, déjà c'était important. L'année dernière, qu'est-ce qu'on a eu? Les gens vont nous dire, et nous écrire évidemment pour nous dire à quel point il y en a plein des transferts qu'ils n'ont pas réellement compris. Higuaín l'année dernière, dans la foulée de Pogba, 90 millions pour la Juve, et ça semblait déjà parce qu'ils ont vendu Pogba plus de 100. Exactement. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit ensuite que l'effet domino joue beaucoup sur la valeur des joueurs, plus que sur ce qu'on envisage de leur réel niveau ou de leur niveau présumé ou de ce qu'ils pourront faire sur le terrain. Je vais juste finir en rappelant quand même ce que a dit Mourinho récemment, là, que le problème c'était pas vraiment le transfert de Neymar, parce qu'il pensait que grosso modo il y avait matière à s'y retrouver, mais que le problème c'était peut-être tous les autres transferts, ceux à 50 millions sur des joueurs moyens, parce qu'aujourd'hui maintenant on a l'impression qu'en dessous de 50 millions t'es un clodo, à 50 t'es un joueur exactement. Limite moyen, quoi, vraiment. Voilà. Et déjà des défenseurs. Alors c'est pas faire critiquer la défenseur, on a toujours vu que les joueurs offensifs étaient plus payés
Logique, la technique se paye plus que non, mais le spectacle se paye plus qu'un joueur qui est là pour celui qui empêche le but. Exactement. Oui. Et donc quand tu vois rien que les défenseurs de City cette année, combien ils les ont achetés, que ça soit Mendy, que ça soit Walker, que ça soit Stones l'année d'avant, c'est énorme l'investissement. C'est plus de 50 millions ces joueurs-là quand même. Pour des mecs qui n'ont pas l'air forcément supérieurs à d'autres défenseurs. Hein. Et donc on a effectivement beaucoup de mal à y voir clair. Donc pour moi, ça ne veut plus rien dire, je ne comprends plus rien. Mais il y en a qui quand même étudient et se creusent la tête pour essayer de nous expliquer. Et on va accueillir Loïc Ravenel qui collabore au CIES, qui est un centre d'études du sport qui établit tous les ans un baromètre du mercato et qui arrive avec une méthode scientifique à fixer des prix aux joueurs. Loïc Ravenel, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Loïc. Et merci d'être avec nous. Expliquez-nous comment vous arrivez au CIES, donc qui est un centre d'études basé en Suisse. Et en Suisse, on s'y connaît en argent. Comment est-ce que vous... le cliché. Quoi il fallait la faire. Non, je m'y attendais, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Comment vous faites alors pour établir le prix d'un joueur comme ça, très précisément ? Comment on fait ? On a essayé d'y réfléchir, c'est-à-dire beaucoup de gens sont un petit peu cassés la tête sur cette question-là. On a essayé de dépasser un petit peu les problèmes de café du commerce, c'est-à-dire tout simplement les débats stériles de combien vaut un joueur. Alors il y a un site qui fait ça très bien. Le café du commerce, on ne connaît pas. Non, quand je dis café du commerce, chacun va donner son avis et puis au final, personne ne va être tout à fait d'accord. Il y avait un site qui fait ça pas mal, qui s'appelle Transfermarkt, mais qui fonctionne un petit peu comme l'idée du café du commerce, c'est-à-dire c'est les internautes qui décident un petit peu du prix du joueur. Ouais. Donc c'est vrai que sur Mbappé, ils sont à 30 millions, ils sont un petit peu trompés quand même, par exemple. Sur Neymar, ils sont à 100 millions. Et donc on s'est dit qu'on pouvait peut-être essayer de s'y intéresser. Alors en essayant d'abord de modéliser, un petit peu de comprendre comment fonctionnait le marché des transferts, qu'est-ce qui faisait la valeur d'un joueur. Donc en discutant avec les présidents de club, les agents, les joueurs eux-mêmes. Et on a essayé de modéliser ça à travers tous les transferts qui ont été faits depuis 2010, avec un certain nombre de modèles statistiques. Et on s'aperçoit que quand on estime ces valeurs à travers un modèle statistique et la réalité, eh bien on est relativement proche, on atteint les très forts taux de corrélation qui nous font dire que pour la plupart des joueurs, à peu près, on pourrait dire que les transferts sont assez logiques, ou du moins peuvent s'expliquer par un certain nombre de facteurs. À ce point-là, excusez-moi Loïc, mais il va falloir, s'il vous plaît, quelques petites précisions, et enfin qu'on rentre un peu dans le concret, parce que là vous m'intéressez beaucoup et j'ai vraiment envie de savoir, quoi. Tout à fait. Alors, disons que les facteurs qui sont les plus spécifiques par rapport aux joueurs, il y a un certain nombre de choses assez simples au départ, qui sont tout simplement déjà l'âge du joueur. On le voit bien aujourd'hui, quand vous atteignez à l'âge d'une trentaine d'années, votre prix commence à baisser, même un petit peu avant, parce qu'on suppose que vos performances physiques vont être moins fortes. Ouais. Bien évidemment, il y a la durée de contrat qui vous reste. Plus la durée de contrat est importante, plus le prix du transfert va être élevé. Ok, ça jusque-là, ça va. Les postes vont jouer. Un attaquant est souvent survalorisé parce qu'il marque des buts. On a un joueur qu'on voit beaucoup plus sur le terrain. Les défenseurs le sont un petit peu moins, mais on le voit bien que c'est en train de remonter. La nationalité du joueur, ou du moins dans quel pays il évolue. Les joueurs anglais actuellement sont surcotés en Angleterre, par exemple, parce qu'ils sont plus rares que les joueurs étrangers. Et donc il y a une rareté dans cette offre-là, donc leur prix monte. On a cet effet-là. Bien évidemment, leurs performances sportives, alors qu'ils peuvent se mesurer par un certain nombre d'indicateurs, le nombre de matchs joués, le nombre de buts. On peut mettre ça en valeur. Le fait que le joueur passe international, ça c'est un facteur assez important qui fait augmenter sa cote. On a d'ailleurs des fois certaines sélections qui les placent en internationaux pour que leur cote augmente par la suite. Ça peut être aussi des stratégies de la part de certains. On va avoir encore d'autres effets, tout simplement, déjà les sommes qu'il a pu cumuler en tant que joueur transféré. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que si vous avez déjà dans votre passé votre précédent transfert à 50 millions d'euros, vous allez monter quasiment automatiquement, comme si on avait déjà un effet cumulatif de ces transferts. En tout, en fait, on a à peu près une vingtaine de variables qui sont assez significatives et qui nous font dire que non, le marché n'est pas tout à fait fou, il a une certaine logique qui permet de comprendre, on va dire, la très grande majorité des transferts.
Après, on observe, et c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire de montrer à la fois nos valeurs qu'on estime au début, avant le mercato, et une fois que le mercato est passé, pour montrer là où on a été bon, là où on n'a pas été bon. Et c'est plus que de se dire que le modèle n'est pas bon, c'est plutôt d'essayer de comprendre pourquoi ces joueurs ont été payés aussi cher par rapport à leur valeur, entre guillemets, estimée, ou inversement, puisqu'il y en a quelques-uns, pourquoi ces joueurs-là ont leur valeur un petit peu moins chère. Alors, attends, parce que on a un tableau. Il y a un tableau qui paraît, vous tapez CIES sur Internet, vous trouvez tout ça, hein, donc vous aurez les infos, mais il y a quand même, entre les valeurs estimées et payées, prenons le premier et le dernier, par ordre d'apparition, Kylian Mbappé, valeur estimée par le CIES 92, prix payé 180. Donc là, il y a quand même une grosse différence. Donc après, vous mettez différentiel plus 87. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été surpayé. En fait, ce que vous avez fait avec votre tableau, c'est savoir qui a respecté le bon prix, en gros? En fait, c'est ça, qui a respecté le bon prix. C'est plutôt de s'interroger sur est-ce qu'effectivement, si on suit l'ensemble du marché, c'est-à-dire l'ensemble des joueurs, on est à plus de 2000 transferts analysés. Un joueur a priori aujourd'hui comme Mbappé, on est plutôt autour de 100 millions si on raisonne d'une manière assez logique. Donc après, on voit bien que la plupart de ces transferts surpayés l'ont été soit par des clubs qui ont des moyens financiers assez importants, voire illimités, qui sont dans une stratégie qui n'est pas nécessairement qu'une stratégie sportive. Enfin, on peut dire que chez le PSG, avait-il vraiment besoin de Mbappé pour renforcer leur équipe? Je suis pas certain de ça. On peut dire qu'on voulait le piquer à la concurrence, pourquoi pas? Dire qu'on voulait s'installer durablement faire un coup par rapport au football français, pourquoi pas? Qu'on soit aussi dans une logique spéculative, c'est tout à fait possible, c'est-à-dire en se disant ce joueur-là a un potentiel énorme, même à 180 millions, ce qui est déjà beaucoup par rapport à ce qu'il a démontré. On peut peut-être, avec l'inflation du marché, le revendre dans quelques années à 200, 300, voire plus, vu l'augmentation qu'on a actuellement. Donc on est vraiment dans une logique qui n'est pas la logique que l'on observe pour la quasi-totalité des joueurs, c'est-à-dire que la quasi-totalité des joueurs répondent bien à ces idées de base, je dirais, sur leur évaluation de leur prix. Mais là, il y en a un paquet quand on regarde, Loïc, pardon, quand on regarde votre tableau, il y en a un paquet que vous estimez avoir été surpayé. Mbappé, Dembélé, Mendy, Pickford, Sigurdsson, qui on a aussi. Sakho, on parle de Mamadou Sakho dans votre tableau, c'est lui? Oui. Je suis en train de le regarder, où est-ce qu'il est. Ouais. Après, on a Matic, Chic, tout ça, c'est des mecs, on est à des différentiels importants, vous les estimez tous surpayés. Il y a aussi quelques joueurs dans le sens inverse, hein. Par exemple là vous avez Salah qui il faut arriver au 9e pour trouver la bonne affaire. Enfin ce qui a l'air d'être la bonne affaire, 69, c'est Salah. Payé 50, donc là la Roma s'est fait pigeonner. Bah oui. Ou alors la Roma l'a vendu à un moment où elle en avait besoin. C'est aussi, ils étaient en solde à un moment pour. C'est le seul club qui s'est fait pilonner. Le budget de l'année comptable 2017, quoi. 2016. Non, là il y a une série de pigeons, Jérôme, regarde. Barça pigeon pour Dembélé, selon le tableau. Paris pigeon pour. Non, mais je te parlais de la Roma. Je te parlais de la Roma. Après, ceux qui ont il était estimé à 5 millions, il était vendu 28. Alors, Crystal Palace, gros pigeon. Ah ouais. Alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut l'analyser en se disant, soit le modèle veut rien dire, bon, mais statistiquement, ça marche bien quand même, et effectivement, ils ont payé au juste prix. Soit effectivement, on peut se dire, ils ont payé beaucoup plus cher. Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a une inflation énorme. On a à peu près 30% d'inflation par rapport à notre modèle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. L'inflation est très difficile à modéliser avant qu'elle ait lieu, parce que, comment dire, on n'avait pas pris en compte au début. Donc on a déjà cette idée-là qu'il y a une très forte inflation d'augmentation du marché des transferts qui fait que beaucoup de valeurs sont sous-estimées par rapport à ce qui s'est passé. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est de se dire qu'il y a un certain nombre de clubs qui, pour des raisons, entre guillemets, je dirais extra-sportives, ont surpayé les joueurs. Alors, soit qu'ils sont pleins d'argent, qu'ils n'ont pas regardé à la dépense, soit qu'ils ont voulu assécher la concurrence, soit qu'ils ont voulu se renforcer d'une manière un petit peu exponentielle pour faire partie aujourd'hui de ces grands clubs qui fonctionnent à l'échelle mondiale. Parce qu'on voit bien ce qui est en train de se passer, c'est une course à l'armement d'un top 10, top 20 de clubs européens pour se positionner non plus à l'échelle européenne, non plus aux échelles nationales, ni à l'échelle européenne, mais sur les marchés internationaux qui sont les États-Unis, la Chine, etc. Et ces clubs sont en train d'essayer de se positionner à ce moment-là, parce que c'est encore les prix par rapport à l'augmentation sont encore, non pas relativement bas, mais à un niveau qui est bas par rapport à ce qui va se passer peut-être dans les années futures. Donc c'est le moment d'y être.
Et donc on a cette course à l'armement qui vous fait peut-être dépenser beaucoup plus que ne le supposerait. Il y a aussi autre chose. Il y a aussi soit ils ont recruté à ce prix-là, alors en disant aujourd'hui on le surpaye, mais qu'il y a une marge de progression. Et à tu fais un pari sur une revente. C'est ça que tu veux dire. Oui, parce que regarde, je prends l'exemple de Sako. Sako qui est estimé aujourd'hui à 5 millions, voilà. Acheté presque 30. Une bouchée de pain. On est OK. Aujourd'hui, il est plus en équipe de France, Sako. Tu sais pas ce qu'il peut. Il continue à faire des bons matchs comme il a fait l'année dernière quand il est arrivé à Crystal Palace. Il redevient important en équipe de France et il peut revenir. Non, mais arrête, toi. On va pas repartir sur. C'est pour mon avis tranché celui-là. Donc, il revient en équipe de France. Forcément, sa valeur, elle va être. Oui, bien sûr. Oui. Eh ben oui. Donc ça peut être un pari aussi de la part de Crystal Palace. Et dites-moi, Loïc, il y a un critère dont vous n'avez pas parlé et on en a énormément parlé au moment du transfert de Neymar. Est-ce que le critère du combien il rapporte du côté bankable, vous le prenez en compte? Alors effectivement, alors déjà pour Neymar, nous on avait estimé à 210 millions avant le mercato, c'est-à-dire qu'on était assez proche de la valeur oui, là-dessus vous étiez nickel. Donc là le PSG n'a pas surpayé. Mais si vous l'estimez à combien juste 210 on était en juin. Regardez cette valeur-là, comme ça ils auraient monté la clause, ça aurait évité qu'il soit sa valeur du marché. C'est quand même le problème de Neymar, c'était qu'il sa clause libératoire était à peu près à la valeur du marché, donc pour le PSG c'était très intéressant. Là ils ont fait une bonne affaire. Pour dire par rapport à cette question de tout ce que peut rapporter un joueur, notamment sur le plan commercial, la grosse difficulté pour l'estimer, c'est d'abord de quelle manière, parce que c'est pas évident, à trouver les données pour la vente de maillots potentiels, le nombre de followers sur Internet, etc. Ça, on les a ces données-là, on connaît l'activité réseaux sociaux de Neymar, la vente de maillots estimés, tout ça, ça se travaille ça? Oui, sauf que ça concerne que une poignée de joueurs, ces phénomènes-là. Le joueur, on va dire le joueur normal moyen, qui est l'essentiel des transferts. Il n'est pas du tout concerné par la vente de maillots, c'est-à-dire des Neymar, des Messi, des Cristiano Ronaldo, voire des Mbappé. On va les compter sur les doigts d'une main, ces joueurs qui sont capables d'être bankable. Un Pogba, mais si vous voulez, on ne peut pas faire un modèle à partir de 10 joueurs. Là, on est plus sur ce qu'on appelle l'analyse résiduelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste à comprendre par rapport à ces joueurs, de ce qui leur donne une spécificité. Alors, pour conclure, Loïc, parce qu'on n'a pas ça dans les tableaux, à combien est-ce que vous avez évalué au CIES Messi et Ronaldo et Cristiano Ronaldo? Alors, je vous le dis tout de suite, attendez, je le regarde. Messi, on est actuellement. Il a son catalogue. On regarde en direct, il ne faut pas dire de bêtises. Messi, on est aujourd'hui à 180 millions, 184 exactement. Ce qui est déjà énorme pour un joueur de plus de 30 ans. Et Cristiano Ronaldo doit être un petit peu moins puisqu'il est un petit peu plus âgé. Voilà, Cristiano Ronaldo est à 102 millions. 102 millions Jérôme, tu peux le prendre au Plessis Robinson à ce prix-là. 100 millions Cristiano Ronaldo. Attends, ça c'est l'explication, sauf qu'ils ont les clauses dans leur contrat. Mais les clauses, personne ne les fera sauter. Le Real a mis 1 milliard. Oui, non, mais ça veut dire que si quelqu'un arrive demain... Ça veut dire que le Real a mis une clause 10 fois supérieure à la valeur supposée de Cristiano Ronaldo. Est-ce que ça veut dire ça Est-ce que ça veut dire ça que si Manchester arrive et dit Cristiano Ronaldo, je mets 110 sur la table, Florentino vendra ou pas? C'est la question qu'il faut se poser. La clause, c'est souvent un peu farfelu. Oui, tout à fait. Loïc, merci beaucoup. Oui, avec plaisir en tout cas. Eh bien, écoutez, merci à très bientôt. C'est intéressant. Voilà, donc je retiens Messi. Non, mais il y a des choses. C'est effectivement assez intéressant de voir la façon dont ils estiment ça. J'aime bien. Vous le voyez, ça permet de discuter à partir d'une base et à partir de là, effectivement, on peut discuter et on a une base de référence qui nous permet de discuter, de comprendre un petit peu comment ça marche et finalement, je crois que c'est un petit peu le but qu'on cherche à atteindre aussi. Merci beaucoup en tout cas, ça m'a plu moi ça, savoir. À très bientôt. Surtout de savoir que Ronaldo vaut en fait une bouchée de pain. Un demi Neymar. 102 millions. Non mais c'est normal, l'âge et tout, là on est en train de rigoler, mais c'est vrai. Aujourd'hui, est-ce que tu vois un club aller mettre 200 millions sur Cristiano Ronaldo, même s'il pète le feu et qu'il est super fort, il a plus de 30 ans, donc forcément il y a le risque de casser, il y a le risque... Non mais en business, oui, bien sûr.
Ça peut paraître dur à dire quand tu dis c'est fini, mais c'est pas ça que tu veux dire. C'est juste que tu mettrais pas. Alors, puisque là dans le mercato, juste une dernière info là ce soir. Vous savez qu'aujourd'hui les Anglais ont voté pour changer les dates du mercato à partir de l'été prochain. C'est-à-dire que le mercato s'arrêtera quand la première journée de Première Ligue démarrera. Eux, ils vont le faire, sûr. C'est acté, c'est voté. Et du coup. Donc nous, non. Le reste de l'Europe, non. Attends, la Ligue française ce soir dit pourquoi pas. On va y réfléchir. On mettra ça sur la table au prochain conseil d'administration de la LFP. Donc il y a quand même de grandes chances que les principaux championnats suivent cette règle anglaise, ce qui pourrait provoquer une distorsion, parce que si les Anglais balancent toute la thune là en l'espace d'un mois, les autres vont devoir suivre. Il y a toujours ce jeu de chaise musicale qui se fait. Tout le monde doit s'adapter. Donc voilà. Mais on en parlait avec Frédéric Guérat tout à l'heure, avec coach Courbis. Si la France reste sur le modèle actuel, ça va avantager les Français. Puisque du coup ce sera fermé en Angleterre, tu auras le marché ouvert et les investissements des Anglais qui seront déjà faits un peu partout en Europe. Donc tu auras l'argent pour recruter plus tôt. Voilà. Pourquoi pas. Je sais pas là ce que tu dis là, si vraiment. C'était la théorie de Frédéric Guérat qui est quand même assez. Redis-moi ça. C'est-à-dire que si les Anglais ils arrêtent début août. Voilà. Mais nous, on va chez nous ça continue. Voilà. Si eux ils ont tout acheté parce qu'ils savent que la boutique elle est. Mais les Anglais ils auront investi, et souvent ils investissent massivement. Donc les clubs à qui ils auront acheté auront plus de temps pour réinvestir automatiquement, avec en plus un marché anglais, le marché anglais qui sera fermé. Donc c'est avantageux. T'as suivi ? Oui, mais je n'arrive pas à comprendre en quoi c'est réellement avantageux. Eux, ils vont se précipiter ils vont avoir un laps de temps plus court pour faire le business. Ils vont prendre tes joueurs. Puis après, toi, de toute façon, tu te retrouveras tout le temps avec ton oseille et il y aura moins de joueurs sur le marché parce qu'ils les auront pris. Toi, t'achètes pas en Angleterre. Ouais. Oui, mais de toute façon, aujourd'hui c'est compliqué. Le business, ils le feront avant. Ça ne veut pas dire qu'il va te rester. C'est comme si demain, tu dis le Monoprix à côté de chez toi, il ferme à midi. Tu vas faire toutes tes courses avant midi. Et ce qui se passe l'après-midi, tu t'en fous. Ah mais attends, mais et après il n'y aura plus rien dans les rayons. Donc le mec qui vient après, il n'a plus rien. Si le Monoprix ferme à midi, mais le casino ferme à 14h, tu as le temps d'un peu de spéculer. D'aller négocier les prix, t'as 2 heures de plus, il se passe des choses. Ouais, les Anglais, ils veulent. C'est toujours pareil, les Anglais, ils veulent se différencier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est pas la première fois. Peut-être on va suivre. Oui, mais après que ça dérange les clubs, que tout le monde se mette à dire le mercato finit juste la veille de la première journée. Pourquoi pas ? La première journée, les championnats ils démarrent pas tous pareil en plus. Mais les Anglais ils te disent ça, mais il y a que 3 journées au mois d'août. Alors franchement, je pense pas que ce soit 3 journées qui vont. Non, mais c'est vrai que ça peut. Moi je peux comprendre. Moi j'aime bien l'idée. Moi j'aime bien l'idée. Effectif. Après, c'est toujours pareil. C'est plus les joueurs qui sont en difficulté, qui sont amenés à partir. En Angleterre, je te parle, parce que vu les moyens financiers des clubs, les joueurs comment ils sont quand ils sont bien dans leur club, que ça soit un plus petit club ou un gros club. Les mecs ils bougent pas. Si les mecs j'ai pas vu des gros transferts se passer là sur les premières journées de championnat en Angleterre. C'est juste toi tu dis oui ça nous intéresse pas. Si nous on a recruté, il y a des joueurs français qui sont revenus d'Angleterre qui étaient en difficulté et qui sont regarde Rivière à Metz, Wabi Kazri à Rennes sur la dernière journée. Difficulté dans sa vie. mais à Rivière, j'avais oublié ce genre de. Il y a quelques tweets. Tav qui nous dit et si on essaie de signer Barada, est-ce qu'il y a moyen de recevoir de l'argent avec? Nous dit Tav, j'avais oublié Barada. Il est où Barada? J'avais complètement oublié Barada. Et Olive qui nous dit. À un moment, il a été un peu vedette à l'OM. Enfin, il a eu sa petite cote. Olive qui nous dit. Il a eu sa petite cote à un moment. Il est passé où? Il est passé où? Non, c'est en Espagne. En Espagne, il avait une bonne cote. Il joue en Arabie Saoudite. Et puis Olive qui nous dit Crystal Palace, effectivement, gros pigeon. Liverpool a fait un bénéf sur Sarko après l'avoir acheté 21 millions. Sarko, non. Jingle pigeon. Donc je relis Olive. Olive nous dit Palace est un gros pigeon. Liverpool fait un bénéf sur Sakho après l'avoir acheté 21 millions. C'est miraculeux, nous dit c'est vrai que c'est assez miraculeux. J'avais complètement oublié notre jingle pigeon. J'avais complètement oublié notre pigeon, c'est trop beau. C'est vrai que c'est miraculeux quand même pour Liverpool. C'est à Dubaï qu'il est barré. Ils l'ont mis à la cave pendant plus d'1 an et il arrive Tiens, voilà, pour que tu comprennes, Daniel, Betley qui te le dit. Voilà, Daniel, le mercato, c'est comme la brocante du village. À 8h, ça coûte une blinde le matin, mais à 17h, on brade tout. Sauf qu'à 17h, il n'y a plus rien. Parce que les mecs, ils ont tout pris.
Ah, mais il peut rester des trucs. Et justement, c'est là que tu vois, c'est là que tu fais les il te reste affaires. quoi? Il te reste un vieux pneu troué. C'est comme quand toi tu vas au marché à acheter 18 tes heures, poires il à la reste fin. que dalle. Il reste que dalle, il reste des pompes trouées et des pneus. Ça, c'est pas gentil pour Marseille, ce que tu dis. Alors, je vais pas parler de l'OM. Bah si, parce qu'ils ont recruté à la fin du mercato. Bon, oh l'autre, l'allusion qu'il allait me chercher. Non, mais j'aime pas trop ça. Ces petits trucs comme ça, j'arrive à. C'est vrai, Jérôme, je te rejoins. Ce qu'il a fait, c'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. Donc moi, je suis avec mes amis marseillais contre toi là. Je ne faisais aucune allusion. D'ailleurs, on va parler de l'OM dans quelques instants. Ne bougez pas, l'after revient tout de suite.